Même si je vais chanter quelques chansons, je ne suis pas chanteur professionnel, et donc je ne garantis pas l'exactitude de la mélodie que je vais vous chanter, ne lisant pas la musique. J'ai entendu ces chansons, je les ai apprises, et puis je vous les ressors comme je peux. Voilà. Donc s'il y en a qui sont refroidis, vous pouvez toujours regagner la sortie avant que ça commence. Mais si vous restez, ce que vous allez entendre se va se diviser en 3 parties, à part ce qui a été dit par Brigitte, quelques interventions où on vous lira des lettres de poilus de quinquennat. Il y aura une première partie en guise d'introduction, les chansons d'avant la guerre de 14-18, puis la partie essentielle, les chansons chantées, écrites et chantées pendant la guerre de 14-18, et enfin, en conclusion, quelques chansons, pas beaucoup, 2 ou 3, qui ont été écrites après la guerre de 14-18, mais sur la guerre de 14-18. Voilà le programme. Je vous souhaite une bonne soirée. La première chanson, je ne vous la chanterai pas, parce que vous la connaissez à peu près tous, elle date de 1792. Et c'est Rouget de Lille qui l'a écrite, c'est la Marseillaise, bien sûr. La Marseillaise qui est devenue l'hymne national seulement en 1870, en 79 je crois même. Donc il n'y a pas tellement longtemps en fait, hein, un peu plus d'un siècle. Alors je ne vous chanterai pas la Marseillaise, vous la connaissez suffisamment, et puis il y a des choses qui ne sont peut-être pas très plaisantes dedans, et si j'avais le temps, je vous chanterais la Marseillaise chantée par Nougaro et réécrite par Nougaro, mais on n'a pas le temps, donc c'est pas le moment ce soir. Deuxième chant officiel qui sera chanté par les poilus, outre la Marseillaise, et parce que ce sera tous les soldats qui partaient au service militaire ou qui partaient à la guerre apprenaient obligatoirement ces chants, la Marseillaise bien sûr, mais aussi le chant du départ. Le chant du départ est écrit par Chénier et qui a été écrit 2 ans après la Marseillaise, c'est considéré comme le deuxième grand chant de la République française. Et vous vous en rappelez peut-être certainement quelques... si je l'avais, ce serait bien, mais c'est pas sûr que je l'ai. Oui, la victoire en chantant nous ouvre la barrière, la liberté guide nos pas, sachons vaincre ou sachons périr, un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Bon, un chant aussi que tous les soldats ont appris. Donc ces 2 chants seront chantés, si ce n'est quotidiennement, très très souvent pendant la guerre. Ce sont les 2 chants officiels des armées françaises. Bon. Mais il y a aussi d'autres chants. Vous savez qu'avant la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale, il y en a eu une autre en 1870, revancharde très forte. Et là, il y en a beaucoup. Vous en avez beaucoup. Vous avez par exemple une chanson qui s'appelle « L'enfant de Strasbourg » ou « La Strasbourgeoise ». Là, vous avez plusieurs versions. C'est long, c'est très long, et je ne peux pas vous les chanter toutes, enfin, ni toutes les chansons, ni la totalité de chacune des chansons que je vais vous chanter. Il y a au moins 10 couplets là. Mais on apprenait ça dans les écoles. Alors il y a une fille qui voit son père habillé, donc pour la guerre de 1870, habillé en militaire, et elle lui dit « Mais papa, tu es habillé en soldat. Pourquoi? Est-ce que c'est pour rire? Est-ce que c'est pour faire peur aux tout petits enfants ?» Et le papa répond « Non, non, ma fille, je pars pour la patrie. C'est mon devoir, tous les papas s'en vont. Embrassez-moi, toi et ta mère chérie. Je reviendrai bien vite à la maison. Je reviendrai bien vite à la maison. » Et vous vous en doutez, le père ne revient pas. Et la maman dit à sa fille « Oui, mon enfant, tu n'auras plus de père. Pleurons ensemble car nous la haïssons. Cette guerre atroce qui fait pleurer les mères. Et tu les pères des petits anges blonds. Et tu les pères des petits anges blonds. » La maman meurt. La fille se retrouve dans la misère. Elle mendie devant la cathédrale de Strasbourg, assise sur les marches, il fait noir, il pleut. Un homme passe et lui fait l'aumône. Et cet homme,
c'est un Allemand. Nous sommes en 1875, on va dire. Donc c'est devenu une province allemande. On y parle officiellement allemand. Dans les écoles, on y parle allemand, on apprend l'allemand. La chanson dit « Elle refuse l'aumône qu'on lui donne. À l'ennemi, elle dit bien fièrement « Gardez l'aumône, je garde la souffrance. Soldats prussiens, passez votre chemin. Car moi je suis une enfant de la France. À l'ennemi, je ne tends pas la main. À l'ennemi, je ne tends pas la main. » Voilà une des dizaines et plus chansons que les enfants de cette époque ont appris avant la guerre de 14-18 et jusqu'à la veille de la guerre de 14-18. Un dernier exemple, si je me repère dans mes papiers, un dernier exemple, mais il n'est pas là, alors ça fera plus court comme ça. Alors c'est dommage parce qu'elle valait son pesant, ah mais non, il est là à côté. Ça s'appelle Le Fils de l'Allemand. Je ne vous la chante pas parce que, premièrement, elle est trop difficile pour moi à chanter. Et deuxièmement, j'avais pas envie d'apprendre ces paroles-là. J'avais pas envie parce que c'est bien écrit. C'est un monsieur qui s'appelait Lucien Delormel et Gaston Villemer qui ont écrit ça. Ce sont des poètes, des gens qui ont écrit ça d'une belle plume. Mais comme quoi la belle plume ne sert pas toujours de beaux objectifs. Voici cette chanson. Premier couplet. Près de la nouvelle frontière, un officier s'est arrêté. À la porte d'une chaumière, il frappe avec anxiété. Une femme dont la mamelle allait un gentil chérubin ouvre en demandant qui m'appelle et voit l'uniforme prussien. Femme, dit l'officier, écoute ma prière. Pour lui donner ton lait, je t'apporte un enfant. Dis-moi si tu consens à lui servir de mère. Moi, je suis un soldat du pays allemand. Ce fils, sur la terre lorraine, m'est né hier, et sans compter, je paierai tes soins et ta peine. Vois, sa figure est rose et blonde. Tu peux le sauver du trépas. Sa mère, en le mettant au monde, vient de mourir entre mes bras. J'avais un fils, dit la Lorraine, blond chérubin comme le tien. Mon homme et moi tenions la plaine devant un régiment prussien. Quand tes soldats, sous de carnage, mirent le feu dans mon hameau et sans pitié pour son jeune âge, tuèrent l'enfant dans son berceau. Et voici le refrain de conclusion. Va, passe ton chemin, ma mamelle est française, n'entre pas sous mon toit, emporte ton enfant. Mes enfants, mes garçons chanteront plus tard la Marseillaise. Je ne vends pas mon lait au fils d'un Allemand. Ou alors, la tonkinoise. Faut que je finisse mon service au Tonkin. Je suis parti. Ah, quel beau pays, mesdames! C'est le paradis des petites femmes. Elles sont belles et fidèles, et je suis devenu chéri d'une petite femme du pays qui s'appelle Mélaoli. Je suis gobé d'une petite, c'est une nana, une lamite. Elle est douce, elle est charmante, c'est comme un oiseau qui chante. Je l'appelle ma petite bourgeoise, ma tonkiki, ma tonkinoise. Il y en a d'autres qui me font les 12 yeux, mais c'est elle que j'aime le mieux. Toujours un Sens Coteau, qui a produit des centaines de chansons, des milliers de chansons, de musique de chansons. Cette chanson, bien évidemment, la tonkinoise avec son petit côté coquin, et la jeune dame du Tonkin qui s'appelle Mélaoli, ça a fait chanter des poilus dans les casse-matins, hein, vous vous en doutez. Et ils en ont fait autre chose aussi, dont nous allons parler bientôt. À l'époque, il y avait le comique troupier qui était très développé. Le comique troupier, c'était des chansons pour l'armée. Mais il faut quand même se rappeler qu'en 1914, le service militaire durait 3 ans. Et avant, il durait 2 ans, puis il est revenu à 3 ans.
Alors quelqu'un qui fait son service militaire en 1911, il finit ses 3 ans et pof, il est reparti pour la guerre pour 4 ans. Ben oui. Et donc pendant 3 ans, ces centaines de milliers d'hommes réunis à Montélimar, à Valence, à Grenoble, etc., et dans toutes les villes de garnison, bien, il fallait les occuper. Alors ils apprenaient le métier des armes, mais il fallait aussi les... Et il y avait des chansons de comiques troupiers. Avec l'ami Bidas, on ne se quitte jamais, attendu qu'on est tous de natifs d'Arras, chef-lieu du Pas-de-Calais. Vous connaissez ça, hein? Et ce sont des chansons d'avant 1914. Et enfin, il y en a une dont je vous parle qui a une très grande célébrité, surtout à Paris, mais quand même, et qui est intéressante, pas tellement pour le contenu, mais pour quand on le regarde avec un peu de retard. Vous la connaissez aussi, c'est sûr. Les 3 quarts d'entre vous la connaissent. Viens Poupoule, viens, quand j'entends des chansons, ça me rend tout polisson. Oh, viens Poupoule, viens, souviens-toi, c'est comme ça que je suis devenu papa. Cette chanson-là, ce qui est extraordinaire, c'est que nos poilus l'ont chantée, évidemment, toujours pour les mêmes raisons, qui vont revenir assez souvent dans cette petite causerie. Mais ils ont chanté cette chanson. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette chanson a été créée en 1902 par un Allemand, Adolf Spahn. Et la chanson s'appelait « Comme Karlineken, viens Poupoule ». Comme Karlineken, petite poule. Qui est une chanson, on va dire peut-être d'amour, chanson de comique troupier. Vous l'avez entendu tout à l'heure. Ils nous l'ont fait comme surprise. Et moi, je ne vous la fais pas comme surprise, je vous la fais comme début des chansons de la guerre 14-18. Avec une histoire particulière, cette chanson. Elle a été chantée par... les paroles sont de Louis Bousquet, mais bon, voilà. Et elle a été chantée par un gars qui s'appelait Bach et Paulin. 2 grands chanteurs de l'époque, d'avant 14, très connus à Paris. Et ils faisaient un petit peu partie du comique troupier, et on leur a donné cette chanson, ils l'ont créée en 1913. Et ils l'ont chantée. Ça a été un bide complet. Ah non, ça n'a pas plu. Ils ont enlevé cette chanson de leur répertoire. Et puis la guerre est arrivée, l'année suivante. Et puis, l'année 14 est passée, qui a été très mouvementée entre l'Isère avec un Y, et la Belgique et la descente de la Marne, etc. Bon, la première année de guerre de mouvement. Et puis ensuite, pof, on s'est posé dans les guerres de tranchées. Et dans les guerres de tranchées, comme les soldats étaient là, c'est vrai du côté français comme du côté allemand, les soldats étaient relevés tous les 6, 8, 10, 12 jours, etc. Et ils allaient un petit peu se reposer 15 km en retrait ou 10 km en retrait, pendant que d'autres prenaient la relève dans la tranchée, etc. Eh bien, il fallait occuper ces soldats. Alors on les faisait travailler, on leur faisait faire des exercices, on leur faisait chanter des chansons, on faisait faire plein de choses. Mais on a instauré, parce que l'état-major, il pense au moral des troupes, des tournées de chanteurs, des tournées de théâtre, des théâtres aux armées, c'était le music-hall aux armées, et en 1917-18, c'était le cinéma aux armées, où des chanteurs allaient chanter leurs chansons. Et ces gars-là dont je vous ai parlé, Bach ou Paulin, ils sont allés chanter leurs chansons en 1915 devant des soldats qui avaient déjà un an de guerre derrière eux. Et cette chanson-là, les circonstances étant ce qu'elles sont, elle a eu un énorme succès. Et c'est devenu la chanson numéro 1 dans le hit-parade des chansons chantées par nos poilus en 1914. Vous connaissez le titre déjà, Pour le repos. Le plaisir du militaire, il est là-bas, à 2 pas de la forêt. Une maison au mur doux couvert de lierre, autour Lourou, c'est le nom du cabaret. La servante est jeune et gentille, légère comme un papillon, comme son vin, son œil pétille. Nous l'appelons la Madelon, nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour. Ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est
pas sévère. Quand elle nous prend, quand on lui prend la taille ou le menton, elle rit, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Deuxième couplet qu'on n'a pas chanté la chorale. Nous avons tous au pays une Pélise qui nous attend et que l'on épousera. Mais elle est loin, bien trop loin pour qu'on lui dise ce qu'on fera quand la classe rentrera. En comptant les jours, on soupire, et quand le temps nous semble long, tout ce qu'on ne peut pas lui dire, on va le dire à Madelon. On l'embrasse dans les coins. Elle dit, veux-tu finir? On se figure que c'est l'autre, et ça nous fait plaisir. Quand Madelon, vous connaissez le refrain, on l'a déjà chanté. Troisième, un caporal en tenue de fantaisie s'en fut trouvé. Madelon un beau matin, et fou d'amour, lui dit qu'elle était jolie, et qu'il venait pour lui demander sa main. La Madelon, pas bête en somme, lui répondit en souriant, pourquoi prendrais-je un seul homme quand j'aime tout un régiment? Tes amis vont venir, tu n'auras pas ma main, j'en ai bien trop besoin pour leur verser du vin. Quand Madelon vient nous servir à boire, etc., etc., etc. Chanson la plus chantée, c'était l'oxygène du poilu. Évidemment, cette gentille Madelon qui est prude mais pas farouche, qui verse du bon vin, le toulourou, le cabaret, les petites fleurs, le feuillage, tout ce qu'il n'avait pas. Cette chanson, qui a été écrite avant la guerre, c'était tout ce qu'il n'avait pas dans les tranchées, et c'est devenu la chanson la plus populaire de 14-18. On l'a même appelée la Marseillaise des tranchées. En face d'une rivière, du côté de l'Agny, près des amas de pierre qui restent de l'Agny. L'Agny, c'est une petite ville sur la Mare, en Île-de-France, en Seine-et-Marne. Dans la tranchée des peupliers, vite on se défile en cachette, braquant le fusil sur l'ennemi, prêt à presser sur la gâchette. Aux abords de l'Agny, lorsque descend la nuit, dans les boyaux on se défile en cachette, car la mitraille nous fait baisser la tête. Si parfois un obus fait tomber un poilu, près du cimetière on dérobe ses débris, aux abords de l'Agny. Le matin, on se repose après 6 jours de turbin. Ce qu'on fait, c'est la même chose, on va se laver un brin. Aux abords de Metz, c'est ça qui ébatte de regarder tous ces militaires se laver, se brosser, se frotter les pattes aux effets de la bonne eau claire. Au village de l'Agny, lorsque descend la nuit, après la soupe, avant quelques bouteilles, les poitevins se comportent à merveille. Allons mon vieux cabot, vite encore 1 kilo, afin de nous faire oublier les ennuis des environs de l'Agny. V'là la soupe qui s'achève, on prépare son fourbi, car ce soir, c'est la relève, on va quitter l'Agny. Des provisions, plein son bidon, voilà ce que jamais l'on oublie. Au petit bois, je connais l'endroit où l'on surveille la patrie. Aux environs de l'Agny, lorsque descend la nuit, comme on ne peut se payer une chambrette, le brave troupier se prépare une couchette dans un trou ténébreux.
faisant des rêves affreux. Ils se relèvent pour veiller à l'ennemi aux environs de la nuit. Connaissant bien leur thème, marchant d'un pas hardi, ils retournent trancher. Les poilus de la 5e, au 69, Bibi, s'en vont bon train, tous bons copains, ensemble ils ne craignent pas les boches. Si l'ennemi tue un ami, il l'emporte loin de ses rosses. Aux environs de la nuit, lorsque descend la nuit, le brave troupier est couché sur la terre, dans son sommeil il oublie la misère. Si la paix venait sous peu, comme nous serions heureux, plus de massacres nous verrions nos pays, qui sont loin de la nuit. Plus de massacres nous verrions nos pays, qui sont loin de la nuit. 1915, ils avaient encore 3 ans à faire. Voilà. Je laisse la parole maintenant. Donc ces Chantal, c'était son arrière-grand-père. Ton grand-père, ah oui, non, ton grand-père, oui. Donc son grand-père, qui est revenu bien sûr de la guerre et qui a laissé des lettres donc, que nous avons eues à cette occasion de recherche. Donc, alors la première lettre que nous allons voir, que nous allons écouter, ce sera une amie de Marius qui lui écrit, une amie que vous connaissez peut-être, qui est de Quintina. C'est Marie-Louise Farr. Marie-Louise Farr, c'est la maman de Élise Chironne, Madame Finconner. Voilà, qui écrit à Marius. Donc pendant que nous écouterons les textes donc des lettres, je vais projeter des photos des soldats à qui on écrit. Ce sont des textes d'eux qui ont écrit à leur famille, soit c'est la famille qui écrit. Donc là, on va commencer par un texte de Marie-Louise, et puis on continuera avec 2 autres lettres que Marius a écrit à sa famille. Donc, Cher Marius, comme je sais qu'en ce moment les nouvelles font plaisir, je m'empresse de t'écrire ces quelques mots. Nous sommes en bonne santé, d'après ta lettre, que tu es de même. Et j'espère que cela sera pour jusqu'à la fin de cette guerre pour avoir le bonheur de te revoir, et alors nous reprendrons nos promenades. Je te dirai qu'Émile écrit assez souvent chez lui. Il a reçu aussi quelques colis. Je lui écris de temps en temps. Oh, qu'il doit être heureux lorsqu'il reçoit de nos nouvelles. Le temps doit lui paraître long. Je te dirai aussi que mon frère passe le conseil mercredi prochain, 10 février. Je crois qu'on n'hésitera pas pour le prendre. Je termine dans l'espoir de te revoir bientôt. Bon courage et un grand bonjour de mes parents. Je t'envoie le petit coin préféré du pays. Une amie, Marie-Louise Farr. Après, donc, il écrit le 11 juillet 1915 à ses parents. Bien chers parents, je viens vous donner un peu de mes nouvelles qui sont toujours pareilles. J'en profite pour écrire un peu car c'est mon dernier jour. Je monte au tranchée demain matin pour 8 jours. Ici, toujours pas grand nouveau, ça barde pas trop. J'ai reçu hier une carte de Tiroche. Il est en bonne santé. Il paraît que ça y fait pas trop bon vers eux en Alsace. Je vois toujours Garona et Baralou de temps en temps. Il fait bien beau temps. Vous devez moissonner à grand train. Le travail ne doit pas vous manquer. Encore, vous avez la chance, au prix de bien de peine, d'avoir pu rentrer vos fourrages en partie. Il doit en rester pas mal à couper. Les journées doivent être chères, encore point d'en trouver. Je vous en dis pas plus long, je termine en vous embrassant bien affectueusement. Votre fils affectionné, Marius. Je vous envoie un coin de mon patelin. Vous ne trouvez pas que c'est intéressant? Dites à Louise et Rosine qu'elles découpent un rond dans un papier et carton de la grosseur de leurs doigts. Je leur ferai une bague avec les échantillons que nous envoient les Boches. Il réécrit le 20 juillet. Chers parents,
Je viens vous donner mes nouvelles qui sont toujours les mêmes et en même temps répondre à votre lettre que j'ai reçue avec l'argent et je vous remercie. Ici, pas grand nouveau à part les 3 jours, la veille du 14, le jour même et le lendemain, ils nous ont envoyé quelque chose comme mitraille. Maintenant, c'est redevenu calme un peu plus, il n'y a pas eu d'attaque. J'ai vu 8 panailles ces jours-ci avec Guigal, celui qui était à la Banque de France, le cousin. Il y a quelques jours que je n'ai pas vu Jean Verne, je le verrai sous peu, ils sont montés en repos cette nuit pour 8 jours. Je suis en train de faire une vague pour Louise et Rosine, je tâcherai de les faire emporter à Néné par des permissionnaires. Je ne vois plus grand-chose à vous dire que de vous embrasser tous bien affectueusement. Bonjour aux amis et voisins, votre fils se marie. Je viens de recevoir votre lettre du 14, les bagues de Louise et Rosine sont faites, il ne manque que de les emporter. Merci Chantal. Je suis désolée, j'ai un problème technique. Donc la photo de Marius, vous la verrez tout à l'heure, je vous la montrerai comme ça fonctionne. Émile Buisson, donc c'est le présenté. Voilà, donc c'est mon grand-père, donc le papa de mon papa. Donc, ma chère maman, quelques mots pour te dire que je suis toujours en bonne santé et je désire que tu en sois de même. Je suis toujours bien ennuyée à cause de la suspension des permissions, mais ça ne m'étonne pas. Les attaques sont là, ça fait qu'on ne peut pas être partout. Ma chère maman, je suis toujours dans le fameux Fliret. Chère maman, tu regarderas si tu me connais sur la carte. Côte-Pierre est à côté de moi. En attendant de tes nouvelles, je t'embrasse tendrement. Émile Buisson. Bonjour à tous, ton fils Émile Buisson. Gros bisous à mon neveu et à ma chère sœur que j'aime toujours bien. Alors, cette carte a été envoyée en 1916. Alors maintenant, donc, nous allons avoir un texte de Félicite, donc c'est Roland Mosnier qui va lire un texte qui va peut-être présenter sa grand-mère et son... Alors là, c'est la sœur de Auguste Bonnet qui était le premier mari de ma grand-mère. Alors c'était le 14 février 1915. Donc mon bien cher Auguste, 2 mots en réponse à ta carte qui m'a bien fait plaisir de te revoir avec une bonne mine, car je t'assure que je t'ai trouvé très bien. Je pense que tu es toujours en bonne santé et que ta jambe va toujours de mieux en mieux. Pour moi aussi, je vais très bien, ainsi que mes 3 petits lascars qui se joignent à moi pour t'embrasser. Je reçois toujours bien régulièrement des nouvelles de Fernand, qui l'envie bien, et il dit qu'il y aura des jours terribles à passer avant de se revoir. Enfin, il faut avoir confiance, et des fois cela se terminera bientôt. En entendant le plaisir de se revoir, reçois les amitiés de ceux qui pensent à toi, ta sœur qui t'embrasse de tout cœur, ainsi que Marcel, Jeanne et Billy, ta sœur Cécile. Après, donc, c'est ma grand-mère qui écrit à son premier mari, le 24 février 1915. Mon cher Auguste, je m'en vais à Catina chercher le pain. Ça fait que je ne peux pas m'empêcher de t'envoyer au moins un bonjour. Nous allons tous bien. Je pense que le facteur me donnera quelque chose de toi, puisque je suis habituée à recevoir tous les jours. Aujourd'hui, il fait un temps magnifique. L'après-midi, j'irai de nouveau labourer. Ce matin, à 8 heures, on a sonné un trépassement, mais je ne sais pas qui c'est, sans doute la fille, Bruyère, qui est depuis longtemps bien mal, ou la mère forte, dite Gramelon.
à qui on avait porté le bon Dieu la semaine dernière. On l'avait aussi porté à la femme Coulange. Je ne sais pas comment elle va. Ce matin, Gabriel est allé au MAS leur aider à charger un porc. Je ne te retournerai pas écrire sans rien savoir de sûr pour l'adresse. Je te quitte, mon cher Auguste, en t'envoyant mes plus douces caresses, ayant espoir que notre bonne mère arrangera les choses pour le mieux et oublie pas ton chapelet. Le bonjour de tous, ta Félicie qui t'embrasse de tout cœur. Vous chantez qu'un seul couplet, parce que, enfin, au mi-temps de la bataille, elle perce, elle pique et taille. Part en tête et pointe à fond, vers Savoir. Part en tête et pointe à fond, buvons donc. C'est une chanson à boire, mais aussi une chanson à tuer. C'est assez. Faut voir la débandade des mecs de Lembourg et de Bade, des Bavaroises et des Saxons, vers Savoir. Des Bavaroises et des Saxons. Buvons donc, Rosalie, les clous en plaine. Ils l'ont déjà eu dans l'Aisne. Dans le Rhin, bientôt ils l'auront, vers Savoir. Dans le Rhin, bientôt ils l'auront. Buvons donc. Et puis pourtant la mélodie est très jolie. Toute blanche, elle est partie, mais à la fin de la partie, elle est couleur vermillon, vers Savoir. Elle est couleur vermillon, buvons donc. Si vermeil et si rosé, que nous l'avons baptisée Rosalie, à l'unisson, vers Savoir. Rosalie, à l'unisson, buvons donc, soit sans peur et sans reproche, et du sang impur débauche, abreuve encore nos sillons, vers Savoir, abreuve encore nos sillons, buvons donc. Ce même Théodore Botrel, ça c'était une musique à lui et des paroles qu'il avait faites. Il voulait faire plaisir à nos artilleurs et on lui avait demandé d'écrire une chanson pour soutenir un peu les artilleurs. Alors il a dit, bon, pour que les soldats reconnaissent et apprécient la chanson, je vais écrire les paroles, mais je vais prendre une chanson qui est très connue. Tout à l'heure, je vous ai chantonné un petit peu la Tonkinoise. Alors lui, il a écrit La Mitrailleuse. Et j'ai eu le plaisir de voir Pierre Desproges chanter cette chanson. Mais c'est une chanson qui a été chantée à la guerre. À la guerre, on ne peut guère trouver où placer son cœur. Et j'avais du vague à l'âme de vivre ainsi sans petite femme. Quand l'autre semaine, j'eus la veine d'être nommé mitrailleur. Ma mitrailleuse, au bonheur, devint pour moi l'âme seule. Quand elle chante à sa manière, ah, que son refrain m'enchante, c'est comme un oiseau qui chante. Je l'appelle ma glorieuse, ma petite Mimi, ma mitrailleuse. Rosalie me fait les 12 yeux, mais c'est elle que j'aime le mieux. Dans chaque chanson, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le répète, question pédagogique, il faut un couplet érotique pour nos braves soldats. Alors il a sa mitrailleuse, plein d'adresse, je l'agresse, je l'astique et la polie de sa culasse jolie à sa petite gueule chérie, puis habile, je l'enfile et tendrement je lui dis, jusqu'au bout restons unis pour le salut du pays. Quand elle chante à sa manière, ah, que son refrain m'enchante, c'est comme un oiseau qui chante. Je l'appelle ma gouailleuse, ma mitrailleuse. Rosalie me fait les 12 yeux, mais c'est elle que j'aime le mieux. Il faut aussi un couplet guerrier. Quand les boches nous approchent, nous commençons le concert. Après un bon démarrage, nous précipitons le fauchage. Comme des mouches, je les couche, tous les soldats du Kaiser.
le nez dans nos fils de fer, ou les quatre fers en l'air. C'est exactement... Ça peut être exactement l'inverse du côté allemand. Hein. Parce que on en a eu des soldats des deux côtés, et puis des autres côtés, anglais, etc., qui ont fini dans les barbelés comme ça. Là, hein. Quand elle le chante à sa manière, taratata, taratara, on arrête. Dernier couplet. Mais tout passe et tout lasse, même la guerre et un de ces jours, ou bien une de ces années, elle sera terminée. Alors vite, on se quitte, glorioso mes amours, nous devons à notre tour nous séparer pour toujours. Après une salve dernière, en te voyant endormi, je te dirai, cher ami, fais dodo ma glorieuse, ma petite mimi, ma mitrailleuse, et tes pleurs mouilleront mes yeux en te faisant mes adieux. Voilà, on faisait des efforts quand même pour donner du cœur au ventre à nos soldats pour qu'ils aillent se faire tuer. Vous aviez... alors, il y a une chanson sur le canon de 75, je ne vais pas vous le dire, mais enfin voilà, le canon de 75, c'est le meilleur parce qu'il ne rate jamais son coup, ça on peut le dire. Le 75, c'est nous. Donc, celui que vous voyez, c'est Auguste, le mari de Félicie, qui a été tué à la guerre. Je vais quand même vous parler de Jean. Donc Jean est le frère de ma grand-mère. Il est né à Montjoux et il avait 20 ans lorsqu'il a écrit ce texte. Il était à Verdun. Il était parti fin 1914 alors qu'il n'avait pas encore 19 ans, puisqu'il était du 29 décembre. Et il avait déjà un parcours dans les tranchées dans la Somme et il avait été blessé. Et là, il était retourné au front pour être envoyé à Verdun. Il avait, dès le début, commencé à écrire un journal de guerre, parce qu'il adorait écrire. Donc il a envoyé beaucoup de lettres, mais aussi il a noté au jour le jour tout ce qui s'est passé dans son journal. Donc là, je vais vous lire un extrait de ce journal. Ce n'est pas une lettre, mais c'est un texte qu'il a rédigé quelques jours, probablement, après l'événement. Le mercredi 24 mai, le nouveau général de brigade Pinault passe en revue le 24e d'infanterie. Nous défilons devant le glorieux drapeau percé de balles et qui n'est plus qu'une loque, tandis que la musique joue des airs entraînants. Jamais je n'ai mieux ressenti le frisson patriotique que ce jour-là. Je suis émue jusqu'aux larmes. Ce soir-là, nous allons reprendre les tranchées de Verdun. En toute hâte, les sacs sont bouclés et nous voilà en marche. Nous avançons gravement. Les langues ne sont guère déliées. Nous marchons pendant une grande partie de la nuit. Vers le matin, peu avant le point du jour, nous arrivons devant la porte de Verdun et nous entrons dans la ville par une rue qui descend. Nous nous installons dans les maisons en ruine. Nous descendons dans les caves et nous dormons. Nous dormons une grande partie de la journée, car nous savons qu'il faut faire provision de sommeil. Nous avons été bien ravitaillés dans la journée, et le soir, à la tombée de la nuit, après avoir déposé nos sacs, nous nous préparons à partir pour aller faire la relève. Nous avons chacun 2 musettes. L'une est pleine de biscuits, l'autre de grenades. Nos cartouchières sont bien garnies. La nuit venue, nous sortons. Des obus éclatent déjà devant nous. Nous marchons sur 2 fils, une de chaque côté du chemin, les uns derrière les autres, à 5 ou 6 mètres d'intervalle. Bientôt, nous sentons l'odeur des cadavres, et nous ne sommes pas encore dans la zone des grands marmitages. Nous entrons dans un boyau que nous suivons assez longtemps. Puis nous voici de nouveau à terrain découvert. Nous arrivons. Le vacarme grandit, le fracas est assourdissant. Nous nous massons par groupes serrés derrière une sorte de mamelon. Puis au signal d'un chef, nous dévalons au pas gymnastique dans le fameux ravin de la mort.
C'est là que j'ai passé ma plus terrible nuit de guerre. Des fusées montent sans répit, et lorsqu'elles éclairent, il faut se tapir immédiatement et faire le mort. Puis, aussitôt l'obscurité revenue, il faut bondir et filer à toute allure. Dans le fond du ravin, des obus de tout calibre, des gros surtout, éclatent sans arrêt. Ils semblent venir de toutes les directions, et j'en aperçois et m'efforce de couvrir sur ma gauche, un peu sur le versant qui me paraît moins bombardé. Mais bien que j'ai une vue moyenne pendant le jour, j'ai toutes les peines du monde à me guider dans l'obscurité. Pendant la nuit, je ne vois absolument rien, et j'envie les camarades qui m'ont l'air d'avoir des yeux de chat. À chaque pas, je roule dans des grands trous de marmite pleins d'eau ou pleins de boue. Je me relève, j'ouvre les yeux de toutes mes forces, plein d'angoisse et d'anxiété. J'aperçois au loin, devant moi, des ombres qui passent. Je file, vite, vite, une fusée, à terre, mort, je repars, ouf. Je donne des jambes contre des troncs d'arbres brisés et je roule encore dans la boue. Mes camarades, où sont-ils? Je vais les perdre. Je me relève, je repars. Je roule encore dans l'eau et dans la vase. Et cela se renouvelle sans cesse. Je suis essoufflée, éreintée, trempée, couvert de boue. Je me demande si je viendrai à bout et si j'arriverai sain et sauf dans la tranchée qui m'attend. Enfin, j'ai rejoint mes camarades. Maintenant, je les coudoie. Le marmitage est infernal. Combien des nôtres sont restés dans le ravin de la mort où on les entend râler et gémir? Les poilus qui attendaient l'arrivée de la relève, prêts à déguerpir, grognent à voix basse et disent que nous sommes en retard et qu'il va bientôt faire jour. Ils se hâtent de filer dès que nous les avons rejoints dans leur trou. M'y voilà donc en première ligne. Quelle puanteur dans cette tranchée. J'ai du camphre dans ma poche. J'en mets dans mon mouchoir que je maintiens sous mon nez. Nous veillons le reste de la nuit. Au petit jour, je vois dans quel état je suis. Couvert de boue des pieds à la tête. Mon fusil est plein de terre. J'aperçois un bout de chiffon qui pend dans la tranchée à hauteur de mes genoux. Je m'en empare, il va me servir à astiquer mon flingue. Horreur! Je tiens avec ce chiffon une poignée de chair humaine en putréfaction. Je le rejette brusquement, pauvre. Les biscuits dont une de mes musettes était pleine ont été transformés en bouillie terreuse. C'est une vraie soupe au chocolat. Je vide tout cela par-dessus la tranchée. Je n'aurai plus rien à croûter, mais tant pis. Il fait jour maintenant. Je constate que les barreaux de cette tranchée ne sont qu'un pâté de chair humaine et de terre, avec 1000 débris d'armes et de vêtements. Cette terre a été torturée et retournée partout. Ces cadavres ont été enterrés, déterrés, mis en morceaux, dispersés et pétris avec la terre. Alors maintenant, nous allons écouter un texte qui a été écrit par Clément Rama de Quintna. Donc, je ne sais pas s'il y a la famille Rama, il y a quelqu'un de la famille Rama. Jacques et Henri. Donc Clément, c'est votre grand-oncle. Un frère à mon grand-père. Un frère à votre grand-père. Voilà, donc il a écrit une lettre à la famille Rioux pour lui apprendre le décès de leur fils. Ils étaient voisins, c'est-à-dire que Clément, c'était le voisin de Paul, et Paul, c'est le grand-père de Odette. Donc il a envoyé cette lettre-là. C'est lettre de Clément Rama à sa mère. Je ne sais pas si vous dites que la fait attention. Lettre de Clément Rama à sa mère sur les derniers moments de notre cher Paul, écrite le 9 septembre 1915. Je vais te charger d'une bien triste mission auprès de la famille de Paul Rioux, notre voisine. Leur pauvre fils a été tué hier vers 4 heures de l'après-midi. Inutile de te dire l'émotion que j'ai éprouvée en voyant son cadavre. Je me suis trouvée mal un instant, mais cela ne m'a pas duré, car en toutes circonstances, il faut réagir. Voici les détails. Comme chaque jour, les Boches ont tiré leurs canons de ci, de là, sans but précis. Mais dans l'après-midi, je ne sais pas ce qu'ils avaient repéré. En tout cas, ils se sont mis à tirer sur la tranchée qu'occupait la 9e compagnie, c'est-à-dire celle de Paul, avec plusieurs camarades,
Il est rentré dans un blocos fait contre le bombardement et en attendant que la rafale du 115 passe. Il s'est mis à jouer aux cartes, très joyeux. Ses camarades étaient très inquiets sur ce bombardement et ne jouaient pas de très bon cœur. Paul leur dit alors, comment? Vous avez peur de mourir? Mais moi, je suis prêt, je ne redoute pas la mort. Quelques instants après, un 105 arrive, se heurte contre un arbre, éclate devant la tranchée. Hélas, c'est un de ces éclats qui est venu si malencontreusement passer par une petite ouverture et donner la mort à notre pauvre. Voici à peu près le dispositif. La mort n'a pas été instantanée, car il a demandé, se sentant mourir, un peu d'alcool de menthe à son camarade. Puis, immédiatement après, il a fait son signe de croix et il a expiré. Il a fait une sainte mort. Que cela puisse apporter quelques adoucissements à la douleur de sa femme et de ses parents. Ce dernier enseignement, ce signe pieux, m'a donné à plusieurs camarades qui ont échappé à ce danger et par le capitaine de la compagnie lui-même. Avec lui, il y a eu 3 blessés. L'un, une jambe coupée, qui est mort aussi, et les 2 autres, moins grièvement. Le cadavre de notre pauvre ami et bon camarade a été apporté par l'équipe de service et c'est mon équipe à moi qui avons été chargés de creuser la fosse hier au soir et de l'ensevelir. Comme il était déjà nuit, j'ai demandé au major de vouloir attendre le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui, pour procéder à ses funérailles afin que le prêtre Brancarier puisse venir. C'est ce qui a été fait le matin à la pointe du jour. Le prêtre Brancarier est venu avec le sergent, interprète, et les prières ont été dites ponctuellement sur sa tombe ouverte. Ne pouvant lui donner une bière, je lui ai fait un lit avec des branches de sapin. Elle en est recouverte de même avant d'y rejeter cette lourde terre. C'est moi-même qui l'ai mis dans la fosse. Elle n'ait pu retenir mes larmes en lui disant adieu. Ce sont de bien dures corvées, mais il faut les faire malgré tout. Ce travail, il y a à peine 1 heure qu'il est terminé, et dis-leur qu'aucune mort jusqu'à ce jour ne m'a été si pénible sur le théâtre de la guerre. Le secrétaire de notre groupe pieux adressera à la famille demain une lettre de faire-part. Une messe a été dite ce matin pour le repos de son âme. Le capitaine de sa compagnie lui a retiré toutes ses affaires personnelles. Elles parviendront à sa famille dans quelque temps. En tout cas, je lui ai retiré son chapelet. Je vous adresserai dès que possible pour qu'il soit remis à sa famille en souvenir. Je vais, après ma lettre, faire une croix, y inscrire son nom et mettrai les mêmes indications sur un papier et dans une bouteille, afin que la famille, après la guerre, puisse venir tout au moins faire un pèlerinage sur la tombe de leur fils et mari tombés en héros et en saint. Je vais également prendre la photo du lieu, de la tombe, que vous remettrez à sa famille, et vous donnerez demain le lieu précis de sa dernière demeure. En attendant que je puisse le faire de vive voix, présente à sa famille éplorée mes sentiments de condoléances les plus sincères. Et ça s'est cristallisé sur Traun, et ils ont écrit cette chanson sur la base d'une musique d'un monsieur qui s'appelait Adhémar Sablon en 1911. Et la chanson s'appelait Bonsoir Mamour. Une chanson d'amour, une bleuette, très jolie, une jolie mélodie. Et voici cette chanson dont il y a plusieurs versions. Moi, je vais vous dire à peu près la même que celle qu'on a entendue. Quand au bout de 8 jours, le repos terminé, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous, on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête.
adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. 8 jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que ce soir viendra la relève, que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier des chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits chasseurs vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craonne, sur le plateau, qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Puisque je vous ai dit, les embusqués, le retour, les permissions, la révolte qui gronde, c'est malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font leur foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se cacher, tous ces embusqués feraient mieux de monter aux tranchées pour défendre leurs biens, car nous n'avons rien, nous autres les pauvres purotins. Tous les camarades sont étendus là pour défendre les biens de ces messieurs-là. Ceux qui ont le pognon, ceux-là reviendront, car c'est pour eux qu'on crève. Mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Car si vous voulez la guerre, payez-la de votre peau. Alors, je vous étonnerai pas en vous disant que cette chanson n'a pas eu le même destin que la Madelon. Elle a été immédiatement interdite. Ceux qui fredonnaient cette chanson étaient fusillés. Ceux qui portaient le texte de la chanson sur eux ou qui allaient l'afficher dans un coin de tranchée, s'ils étaient pris, ils étaient fusillés. Et donc, évidemment, elle n'a pas été chantée longtemps. Et elle a été interdite en France jusqu'en 1974. Imaginez-vous que c'est Valéry Giscard d'Estaing qui a levé l'interdiction de cette chanson, officiellement. Hein? Mais l'état-major promet une somme énorme, 1 million de francs or, à celui qui dénoncera le ou les auteurs de cette chanson. Et en même temps, la démobilisation immédiate. Eh bien, personne n'a dénoncé du point. Ce qui vous donne un petit peu le sentiment qu'il pouvait y avoir parmi ces hommes. Surtout que moi j'ai fait quelques études littéraires il y a quelques années, mais jamais en histoire on m'a parlé de ces mutineries, ou alors c'était quelque chose de peu important. Eh bien c'est faux. Ce n'était pas un phénomène exceptionnel, c'était un phénomène massif qui a touché 66 divisions françaises sur les 110 que contenait l'armée. Plus de la moitié des divisions françaises ont été touchées par ce mouvement de mutinerie
qui a touché 40 000 soldats, mais bien sûr qui a été tout de suite brisé par la répression et par la terreur, on va dire, pour faire vite. Voilà, cette chanson a été chantée par Yves Montand, bien sûr aussi, par Marc Augeret, par Serge Itcheroyo, par Renaud, par Lémi Escudero et par beaucoup d'autres, enregistrés par cela. C'est une très belle chanson qui raconte là encore une butte, mais pas la butte Montmartre dont il parle, mais ces fameuses buttes qu'il fallait escalader pour faire ce pourquoi on les avait envoyés là. Sur cette butte-là, il n'y avait pas de gigolette, pas de marlot ni de beau muscadin. Ah, c'était loin du moulin de la galette et de Paname qui est le roi des patelins. Ce qu'elle en a bu du bon sens, cette terre, sans d'ouvriers, sans de paysans. Car les bandits qui sont cause des guerres n'en meurent jamais, on tue que les innocents. La butte rouge, c'est son nom. Le baptême se fit un matin où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin. Qui boira ce vin-là, boira le sang des copains. Sur cette butte-là, on n'y faisait pas la noce, comme à Montmartre où champagne coule à flot. Mais les pauvres gars qui avaient laissé des gosses, ils faisaient entendre de terribles sanglots. Ce qu'elle en a bu des larmes, cette terre, larmes d'ouvriers, larmes de paysans. Car les bandits qui sont cause des guerres ne pleurent jamais, car ce sont des tyrans. La butte rouge, c'est son nom, de baptême se fit un matin, où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin. Qui boira ce vin-là, boit les larmes des copains. Sur cette butte-là, on y refait des vendanges, on y entend des cris et des chansons. Filles et gars doucement y échangent des mots d'amour qui donnent le frisson. Peuvent-ils songer dans leurs folles étreintes qu'à cet endroit où s'échangent leurs baisers? J'ai entendu la nuit monter des plaintes et j'y ai vu des gars au crâne brisé. La butte rouge, c'est son nom. Le baptême se fit un matin où tous ceux qui grimpaient roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin, mais moi j'y vois des croix portant le nom des copains. Je conclue avec une dernière chanson que je ne vais pas vous chanter entière, mais que je vais vous dire. Une chanson de 1966 d'un personnage pour qui j'ai une profonde admiration, qui s'appelle Georges Brassens, et qui a écrit une chanson qui s'appelle La guerre de 14-18. Et comme il le dit lui-même, enfin, la chanson s'appelle La guerre de 14-18, il n'en parle pas de la guerre de 14-18 dans la chanson. Et lui-même le dit dans une interview, c'est pas une chanson sur la guerre de 14-18, c'est une chanson pour la paix, contre toutes les guerres. Et quand on veut faire une chanson contre la guerre, on a deux solutions. Soit on décrit les horreurs de la guerre et puis on en tire des conséquences, soit on prend une autre solution plus légère. C'est celle qu'il a choisie. Il va décliner les grandes guerres du monde et puis il va les classer comme s'il faisait une distribution des prix. Ça s'appelle la guerre 14-18. Depuis que l'homme écrit l'histoire, depuis qu'il bataille à cœur joie, entre 1001 guerres notoires, si j'étais tenu de faire un choix, à l'encontre du vieil Homère,
je déclarerai tout de suite, moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Bien sûr, celle de l'an 40 ne m'a pas tout à fait déçu. Elle fut rude et massacrante, et je ne crache pas dessus, mais à mon sens, elle ne vaut guère plus qu'un premier accessit. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Est-ce dire que je méprise les nobles guerres de jadis? Que je me soucie comme d'une cerise de celle de 70? Au contraire, je les révère et leur donne un satisfecit. Mais, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Je sais que les guerriers de Sparte plantaient pas leurs épées dans l'eau, que les grognards de Bonaparte tiraient pas leur poudre aux moineaux, leurs faits d'armes sont légendaires, aux gardes à rouge les félicite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mon but n'est pas de chercher Noises aux guérillas. Non, fichtre non, guerre sainte, guerre sournoise, qui n'osent pas dire leur nom. Chacune a quelque chose pour plaire. Chacune a son petit mérite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Du fond de son sac à malice, Mars va sans doute à l'occasion en sortir un vrai délice qui nous fera grosse impression. En attendant, je persévère à dire que ma guerre favorite, c'est mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18. C'est mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18. Alors, nous remercions Lionel Benoît pour ce tour des chansons du début du siècle. Nous avons mis un petit chapeau à la sortie, si vous voulez laisser quelque chose donc pour sa prestation. C'est vraiment comme vous voulez. On vous remercie beaucoup d'avoir été nombreux à cette soirée. On a eu des petits incidents techniques. Mais bon, voilà. On espère que ça vous a plu et peut-être à d'autres occasions. Avez-vous, s'il vous plaît, 3 minutes encore à m'accorder? Ce n'est pas une chanson, mais c'est un extrait d'un discours. Et pas de n'importe quel discours, un discours d'un monsieur qui s'appelait Jean Jaurès, qui a fait ce discours à Lyon le 25 juillet 1914. 6 jours après, il était assassiné. 8 jours après, la guerre éclatait. Alors que c'était l'homme politique français qui luttait de toutes ses forces contre la guerre. Et voici ce qu'il disait dans ce discours, une petite partie. Eh bien, citoyens, dans l'obscurité qui nous environne, dans l'incertitude profonde où nous sommes de ce que sera demain, je ne veux prononcer aucune parole téméraire. J'espère encore, malgré tout, qu'en raison même de l'énorme désastre dont nous sommes menacés, à la dernière minute, les gouvernements se ressaisiront et que nous n'aurons pas à frémir d'horreur à la pensée du cataclysme qu'entraînerait aujourd'hui pour les hommes une guerre européenne. Vous avez vu la guerre des Balkans? Il y avait eu 2 guerres des Balkans, 1910 et 1912. Une armée presque entière a succombé, soit sur le champ de bataille, soit dans les lits d'hôpitaux. Une armée est partie à un chiffre de 300 000 hommes. Elle laisse, dans la terre des champs de bataille, dans les fossés des chemins, dans les lits d'hôpitaux infectés par le typhus, 100 000 hommes sur 300 000. Songez à ce que serait le désastre pour l'Europe. Ce ne serait plus, comme dans les Balkans, une armée de 300 000 hommes, mais 4, 5, 6 armées de 2 millions d'hommes chacune.
Quel massacre, quelle ruine, quelle barbarie! Et voilà pourquoi, quand la nuée de l'orage est déjà sur nous, voilà pourquoi je veux espérer encore que le crime ne sera pas consommé. Citoyens, si la tempête éclatait, nous aurions le souci, s'il nous reste quelque chose, s'il nous reste quelques heures, de redoubler d'efforts pour prévenir la catastrophe. Quoi qu'il en soit, citoyens, et je dis ces choses avec une sorte de désespoir, 6 jours avant de se faire assassiner, il n'y a plus, au moment où nous sommes menacés de meurtre, de sauvagerie, qu'une chance pour le maintien de la paix et le salut de la civilisation, c'est que le prolétariat rassemble toutes ses forces, qui comptent un grand nombre de frères français, anglais, allemands, italiens, russes, et que nous demandions à ces milliers d'hommes de s'unir pour que le battement unanime de leur cœur écarte l'horrible cauchemar. C'est lui qui a été écarté, et puis la guerre a été là. Voilà, je vous remercie beaucoup.